Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Hapag Lloyd? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Oui, d'accord? C'est important. Je me réserve toujours ce droit-là. OK? So, compagnie ici, qu'est-ce qu'elle fait? Parce que j'ai reçu beaucoup de questions par rapport à cette compagnie. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les gens ont eu une révélation? Mais je sais pourquoi vous avez posé cette question-là. On ne va pas revenir dessus. Donc, Hapag-Lloyd AG est une société basée en Allemagne, principalement active dans le secteur du fret maritime et de la logistique. Point. On va s'arrêter là. Quand vous entendez fret maritime, logistique, la première chose qui doit cliquer, pam, en date d'aujourd'hui, regardez l'impact. Est-ce que ces entreprises ont été impactées positivement quand on avait des retards au niveau de la chaîne logistique? C'est important. Et vous allez voir que oui, c'est Zim, AP, Maersk également a été impacté. Regardez ceci. Ça, c'est, je vais mettre ici Maersk. Si, je ne sais même pas si on le prononce comme ça. Donc, Maersk. OK. C'est bien ça. Oh non, c'est ça. OK. Donc, on a ma X ici, A et B. Je prends le B ici, de toutes les façons. Alors, vous constatez quoi ici? Augmentation des bénéfices nets à un niveau qu'on n'a jamais vu par le passé. OK. Avant cela, bof, rien du tout. Zim, ou presque rien si vous voulez. Zim Integrated Shipping Services. Augmentation à un niveau, voilà, nouvellement coté, et voilà, des chiffres de malade. Cette compagnie-là n'est pas sous-évaluée, hein, faites très attention. Il y a une autre compagnie ici, laquelle, voilà, on pourrait mettre également Hapag Lloyd, bon, vu qu'on en parle ici. Hapag Lloyd. On constate quoi? Augmentation également ici des bénéfices nets, etc. Je vais vous dire une chose, hein, ce business-ci est compliqué. Dans le secteur maritime, si c'est compliqué, l'avantage concurrentiel n'existe presque pas. D'accord? Si je vous donne 1 milliard ici, vous pouvez vous acheter je pense, les bateaux de transport de conteneurs là, d'accord? Ou un porte-conteneur, je pense, je ne sais pas comment on appelle ça. Vous pouvez vous l'acheter, qu'il soit d'occasion, qu'il soit neuf, et commencer à faire ce transport-là. Parce qu'à la fin de la journée, les entreprises comme Expeditor Washington, c'est bien ça, Expeditors International Washington sont à peu près des middlemen. Donc, ce sont des gens qui mettent en relation ceux qui ont besoin de faire transporter leur colis et ceux qui ont les capacités de transporter le colis. Et ils prennent une commission pour le service en question. Voilà les compagnies qui devraient vous intéresser dans ce secteur fret logistique. DHL, UPS, FedEx, voilà des compagnies qui devraient vous intéresser. Ou bien encore, il y a une compagnie qui m'échappe ici. Bref, mais quand on parle du secteur maritime, là, donc ceux qui ont les paquebots, enfin pas juste les excusez-moi, ceux qui ont les porte-conteneurs, etc., dites-vous qu'il faut absolument que l'entreprise soit efficiente. Et c'est le genre de business qu'il faut acheter uniquement par rapport aux actifs tangibles par action. Okay? Ou bien si vous les achetez par rapport aux bénéfices nets, normalisez les résultats. Parce que pour Hapag Lloyd, vous allez remarquer une chose, et je vais aller dans les rapports financiers d'Hapag Lloyd ici directement. On va faire ça, parce que je vous ai toujours dit une chose c'est que les chiffres, c'est bien. Quand vous allez regarder ici, on va vous dire que oh, oui, le PER de la compagnie est de tel. Quand on va sur Yahoo Finance ici, qu'est-ce qu'il mentionne ici par rapport au PER de la compagnie? On mentionne ici qu'on a un PER de 1,98. Quand vous voyez un PER là, quand il se rapproche de 15 en descendant, demandez-vous toujours pourquoi. Si c'est le secteur financier, demandez-vous toujours pourquoi. C'est très important. D'accord? Il faut faire très attention. Et également, ce n'est pas parce qu'une entreprise a un PER de 40 qu'elle est surévaluée. Et ce n'est pas parce qu'elle a un PER de 10 qu'elle est sous-évaluée. Ou bien un PER de 2 qu'elle est sous-évaluée. Il faut faire attention au PER. J'adore le PER ici. Moi, j'aime bien l'utiliser parce qu'il est facile à utiliser. Mais il faut le comprendre également. D'accord? Vous n'achetez pas les bénéfices passés. Vous achetez les bénéfices futurs. En vous basant sur le passé ici, si vous essayez de chercher une certaine moyenne. OK? Mais quand on a de grosses variations comme ça, posez-vous la question, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle a trouvé la formule magique pour faire téléporter ici les conteneurs? Il me semble que non. Quand on va aller dans les rapports financiers d'Hapag Lloyd ici, et parfois on me pose la question de savoir comment est-ce qu'on peut faire pour arriver dans les rapports financiers ici, Thierry. Les amis, tapez le nom de la compagnie, vous mettez à côté Investor Relation, boum, vous allez trouver. C'est ça. Hapag Lloyd, on clique dessus.
Ici, je vais dans Financial, d'accord? Qu'est-ce qu'on a ici? On a sorti les résultats financiers ici de quelle période dernièrement? Last reporting ici. Le last reporting ici, c'est le press release pour le full year 2022. OK. Je prends le full year 2022 ici, je clique dessus et je vais aller regarder ici à peu près qu'est-ce qu'on a fait en 2022. Ce qui m'intéresse, c'est le tableau qui est ici. Freight rates. Donc, c'est-à-dire que le coût, je pense que ce sont les frais de transport, le coût du transport à la tonne, si je ne me trompe pas. On va aller regarder ça ici. Freight rate ici. On va voir ça ici. On met ça. Voilà. Le taux de frais, donc le taux de frais ou bien le tarif de transport par tonne ici par rapport au conteneur. Donc, vous voyez ici que ceci, c'est variable. C'est un peu comme c'est une commodité. D'accord? L'entreprise ici ne fixe pas le prix. Elle prend le prix du marché. À elle maintenant de se débrouiller avec. Peut-être que son bateau est plus efficient et ça, ce n'est pas un avantage concurrentiel parce que tout le monde peut avoir des bateaux efficients. OK? Donc, il faut faire attention ici. Donc, vous allez remarquer ici que la variation entre 2021 et 2022 est tout simplement extraordinaire. Près de 828, 860 ici. Donc, vous allez voir ici que si on prend ici 28 divisé par 20 ici, on arrive à combien? Près de 40% en plus. Et ce 40%-ci en plus a impacté positivement tout ce que vous allez voir ici plus bas. Et il est également important de regarder ça trimestriellement. On voit qu'on a une certaine diminution par rapport au trimestre 2000, au Q1. Non, même pas une diminution, on a même une légère augmentation ici. Donc, il faut également le voir maintenant ici au trimestriellement sur toute l'année 2022 ici. Est-ce qu'on a un ralentissement du prix du transport à la tonne ici? Le volume, vous voyez que les volumes baissent, sont même à peu près plutôt stables ici, mais c'est surtout le prix de cette affaire-ci qui augmente. Et ce prix-ci est variable. Il est variable. Donc, comment est-ce que je sais qu'il est variable? Parce que vous pouvez regarder ici. Ça, c'est Hapag-Lloyd pour 2022, n'est-ce pas? On a sans doute les résultats financiers ici pour une autre période. On peut aller regarder ça ici. Si je cherche ici Annual Report, même pas Annual Report, je vais peut-être... Voilà. Disons qu'on prend à peu près la période de... à peu près 2020. On va regarder ça ici. D'accord? Donc, je vais voir ça ici, à période de 2020. Ok, donc si je prends la période de 2020 ici, d'accord, on va essayer de regarder, est-ce qu'on a la présentation, etc. Ça, c'est la note aux investisseurs, c'est trop long, je ne veux pas un truc qui est trop long. Donc, on peut aller regarder ici le calendar event, ça c'est 2022. Disons qu'on part en 2020 ici. On prend ici par exemple le primary financial de 2020 ici, donc au mois de janvier 2020. D'accord? Janvier 2020 ici. Qu'est-ce que ça donne ici? Le prix du transport était à combien? Freight rate était aux alentours de 1000. D'accord? 1000 $ la tonne, le TEU. Je ne sais même pas comment on le lit ici. Freight rate, index. Je pense qu'il y a un index par. Enfin, je ne pense pas que ce soit le Baltic Dry Index, mais voilà, c'est pas si loin que ça. D'accord? Parce que je pense que le Baltic Dry Index, c'est plutôt le Freightos Baltic Index Global Container Freight Rate. OK. Donc, ça, c'est le prix moyen des containers. Voilà. C'est celui-ci. Je pense que c'est celui-ci, Global Container Index. Vous voyez qu'il est monté jusqu'à 10 000 aux alentours ici du mois de février 2022. Donc, si c'est février 2022 ici, on va chercher les résultats ici du mois de mars de la même période. Où est-ce que ça va se faire? On prend ça. 2022, n'est-ce pas? Donc, 2022, on va regarder les résultats de quelle période ici? Moitié de l'année peut-être? OK. On va regarder les résultats de la moitié de l'année en 2022 ici. Je ne dis pas que ce sont ces résultats-là, mais on n'est pas loin de ça parce qu'il faut faire attention généralement à cette affaire-là. Vous voyez que le prix du tonnage ici aux alentours de 2855. Je pense que pour cette compagnie, le tonnage, c'est différent du prix qu'on a à ces niveaux-ci. Mais vous avez à peu près l'idée générale ici que les bénéfices nets ont été impactés positivement ici par la variation, je dis bien la variation ici du prix de la tonne, le prix d'ici de la tonne, je pense pour les containers ici. On va le dire comme ça parce que je ne sais même pas comment on appelle cette affaire-là. Mais bref, les bénéfices nets ici sont extraordinairement élevés. Je dis bien extraordinairement élevés. Je pourrais retrouver l'index de ce truc de Hapag-Lloyd en regardant les rapports financiers parce qu'il le mentionne certainement ici. D'accord? C'est peut-être qu'on a au niveau de la peine
Ici, est-ce qu'on le mentionne? Bref, on pourrait retrouver cette information-là. Bref, tout ceci nous ramène sur ce point-ci simple. D'accord. Hapag-Lloyd ici a des résultats tout simplement exceptionnels. Et quand on parle de résultats exceptionnels, c'est assez compliqué d'analyser ce genre d'entité. Parce qu'on sait une chose, les bénéfices nettes vont avoir tendance à diminuer. OK? Quand elle a eu cette période exceptionnelle-là, qu'est-ce qu'elle a fait avec le cash? C'est la première question qu'on doit se poser. L'entreprise ici, est-ce qu'elle a encore de la dette en date d'aujourd'hui? Il serait con d'avoir fait autant d'argent sans rembourser la dette. Et vous voyez ici qu'elle a tout fait pour rembourser la dette. Magnifique. Près de 12 milliards en cash, en tout cas au mois de décembre 2022. 12 milliards de cash. C'est très bien. Parce qu'elle est prête à souffrir maintenant pour le prochain cycle baissier parce qu'il va arriver. OK? Maintenant, en termes de net income ici moyen pour cette compagnie-ci, voilà, vous voyez c'est pas une entreprise qui avait l'habitude de gagner de l'argent. Et encore, faites attention, là on parle d'Hapag-Lloyd qui est nouvellement coté. D'accord? Parce que normalement, on devrait prendre à peu près Maersk, voilà, pour essayer à peu près de voir si on a quelque chose dans le même sens. Donc vous allez voir également que Maersk a gagné beaucoup d'argent, plus que d'habitude. Est-ce qu'elle a remboursé la dette également? Ici, l'analyse n'est pas sur Maersk ici, mais ça peut à peu près vous donner une idée. Elle également, elle a essayé de rembourser la dette ici, mais ce n'est pas fini. Pourtant, elle a gagné beaucoup d'argent, énormément d'argent. Près de 20. Non, mais c'est fou, littéralement. Vous pouvez voir ici que ça, c'est pas durable. On ne gagne pas 30 milliards comme ça du jour au lendemain. Elle a gagné voilà, entre 2019 et 2022, elle a gagné plus d'argent que peut-être toute cette période-ci. C'est fou. D'habitude, c'est un business ici qui marge à combien? Parce que ce sont les marges, moi, qui m'intéressent. Vous avez déjà vu ici que Hapag-Lloyd n'a pas un passif ici avec des marges assez élevées. Et vous pouvez voir ici que pour Maersk ici, c'est pas, les marges ici, c'est pas également très évident. OK? C'est un business ici qui a des marges bien moins élevées que ça. On a souvent des marges aux alentours ici de 7% par là. Et là, c'est même, je pense qu'on est même très gentil à 7%. Parce qu'on paye, oui, aux alentours de 7% par là. Quand on va comparer ici avec Hapag-Lloyd, Hapag. Alors, qu'est-ce qu'on obtient ici? Donc, au niveau d'Hapag-Lloyd ici, qu'est-ce qu'on obtient en termes de marge ici? Net margin, vous constatez quoi? On a du 49% ici aujourd'hui, mais ce n'est pas durable. Avant ça, avant la période ici, avant la bonne période, on va le dire comme ça, on n'avait même pas des marges de 2%. Ce n'est pas un business qui avait des marges assez élevées. OK? Donc ça, c'est déjà un point noir. Je n'aime pas ça. OK? Mais si je suis quand même obligé de l'évaluer, qu'est-ce que je vais faire? Je peux prendre ici la valeur d'entreprise sur le revenu, mais ça ne sera pas très intéressant dans le sens où le revenu est impacté positivement ici. Je ne sais pas jusqu'à quel point il peut descendre. Ou je peux me limiter aux actifs tangibles net par action. Le tangible book value, qui est constitué de cash. Je ne dirais pas essentiellement de cash, mais on va voir ici le tangible book value ici aux alentours de 24 milliards et elle a à peu près aux alentours ici de 12 milliards en cash. Donc 50% ici en cash. C'est une bonne chose. En termes de tangible book value ici par action, le price to tangible book value ici, on a ici combien? On a à peu près 140 dollars ici. Dans ce 140 dollars ici, près de 140 euros ici, 140 euros ici, on a près de 70 euros ici constitués uniquement de cash. D'accord? Donc, c'est-à-dire que cette partie-là en cash peut avoir tendance à diminuer dans le temps. Mais diminuer pour faire quoi? Acquisition, rachat d'actions, versement d'un dividende, je n'en sais rien. Déjà, le dividende qui est ici aura tendance à être instable. Il va diminuer. Ça, c'est même pas une discussion par rapport à ça. Ce dividende-là, ils ne peuvent pas le payer pendant aussi longtemps. Ils peuvent pas il n'est pas durable. Il n'est pas durable du tout. Même en termes de prévision, vous voyez que ça aura tendance à diminuer. Donc, épargnez-vous ces mots de tête-là. Pour moi, Hapag-Lloyd ici, en réalité, si c'est une compagnie qu'il faudrait choper aux alentours de ses actifs tangibles net par action, ok. Donc déjà aux alentours de 140 dollars ici, tant mieux. Mais également, vous voyez que ce n'est pas une entreprise qui a un passif ici de bonne gestion. Les marges, ce n'était pas trop ça. Entre 2016 et 2018 ici, presque rien de gagné. Ok. Mais maintenant, on a eu une belle période, on en a profité. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on va faire après? Point d'interrogation. Donc, restez à l'écart de cette compagnie-ci, s'il vous plaît, parce qu'il n'y a rien d'exceptionnel là-dessus. C'est un piège de valeur. Ok, c'est un business très compliqué. Et si vous voulez investir dans ce secteur d'activité-ci, privilégiez ici les middlemen. Les middlemen ici, comme vous avez mis ici, il y a une compagnie comme
Cohen oh, c'est bien ça? Cohen and Nagel, je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça. Bon, enfin, je n'arrive pas à prononcer ça ici. Non, si on fait Cohen and Nagel ici, c'est une société suisse, il me semble. Bilan bénéfice net plutôt stable. Même si également, vous voyez qu'elle a à peu près les mêmes soucis. Elle a gagné beaucoup d'argent. On va avoir tendance à ralentir ici. Donc, on va redescendre un tout petit peu sur terre ici. Donc, les résultats 2023 ne seront pas bons. D'accord? Et vous allez voir que le marché ne va pas apprécier ça. Pourtant, c'est déjà prévu. Cette compagnie-ci est plus intéressante que Hapag-Lloyd. Expéditeur International Washington, plus intéressante que Hapag-Lloyd. DHL, plus intéressante que Hapag-Lloyd. UPS, plus intéressante que Hapag-Lloyd. FedEx, même encore plus intéressante que Hapag-Lloyd. Donc, restez à l'écart de Hapag-Lloyd ici. Je pense que ceux qui en ont bénéficié, tant mieux. Zim également, restez à l'écart de ce genre de compagnie-là. D'accord? Donc, pour moi, Hapag-Lloyd, c'est clairement le genre d'entreprise qu'il ne faut pas avoir en portefeuille. En tout cas, en date d'aujourd'hui. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas faire de l'argent avec ce type d'entreprise, mais vaut mieux généralement les acheter à un prix qui n'implique pas, à un prix en dessous des actifs tangibles nets par action ici. Est-ce qu'on nous a proposé ce prix-là par le passé? Il me semble que non, parce qu'avant la grosse variation ici, les actifs tangibles étaient aux alentours de 21 € ici. Donc vous voyez que voilà, pas trop exceptionnel ici. Donc, laissez-la redescendre sur terre un tout petit peu. D'accord? Et posez-vous la question, qu'est-ce qu'elle va faire avec le 12 milliards de cash qu'elle a présentement ici? Parce que techniquement, là, du point de vue quantitatif, elle est sous-évaluée. Hein? Faut pas qu'on se mente. Mais plus le prix du tonnage ici aura tendance à diminuer, le prix du transport ici aura tendance à diminuer et on aura un impact ici au niveau des marges. Un impact au niveau des marges alors que les coûts d'exploitation sont à peu près stables. Donc faites très attention sur cette compagnie-ci. À votre place, j'irai regarder ailleurs. Le dividende ici, il n'est même pas durable. C'est même pas la peine d'aller le regarder. Il n'est pas durable du tout. Il pourrait en reverser encore un gros cette année-ci, mais comme je l'ai dit ici, pour le prix là, on va redescendre sur terre tôt ou tard. D'accord? On va redescendre sur terre. Je ne sais pas qui a payé 400 € pour cette compagnie-ci, mais il faut être fou pour payer ce genre de montant-là. Et attention, vous allez voir ici qu'en termes de PER, c'était sous-évalué. Sous-évalué. Ça paraît sous-évalué, mais ça ne l'est réellement pas. Parce que vous pouvez voir ici que le forward PE est de 10,8. Ça veut dire qu'on s'attend à des bénéfices nets moins élevés dans le futur. Je peux le prendre également ici au niveau de zone bourse. Vous voyez ici, qu'est-ce que vous remarquez? Les marges auront tendance, les bénéfices nets auront tendance à diminuer. Quand vous remarquez ça, ça veut dire qu'on est de plus en plus pessimiste pour le futur. Et vous allez voir qu'en termes de consensus, les analystes, etc., qu'est-ce qu'ils vous mentionnent ici? Même les analystes ici, leur prix moyen est en dessous du prix actuel. Exceptionnel. Pour une fois que je suis un tout petit peu d'accord avec eux. Mais je sais également on aura tendance à aller encore plus bas que ça. Vous voyez ici qu'ils sont tous à la vente. Donc, ils sont tous de plus en plus pessimistes. Donc, restez à l'écart de cette compagnie. Restez très, très loin d'elle. OK? Et vous pouvez voir ici, questionnez toujours le PER en question. Le but n'est pas d'avoir un PER en dessous de 10, etc. Posez-vous la question par rapport à la pérennité du bénéfice net. Ici, le bénéfice net n'est pas durable. C'est pour ça qu'on aura tendance à avoir des PER de plus en plus élevés. Parce que si le bénéfice net ici est divisé par 10, le PER sera multiplié par 10. Faites attention. Bref, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. N'oubliez pas, dans la description de celle-ci, vous avez un lien vers le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter qui est gratuite. D'accord? N'hésitez pas à vous abonner massivement et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Merci.